à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle matinale sur School TV. Ensemble, vous le savez, pendant une demi-heure pour se réveiller tranquillement ensemble pour parler d'éducation, parentalité, culture ou encore sport, toujours avec des invités ô combien inspirants. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Une bande dessinée aujourd'hui qui nous embarque au cœur d'un village de Guinée-Bissau entre aventure, écologie et tradition. Avec Liliani et sa bande de cousins, on traverse le temps, du musée à la légende, du réel au fantastique, une histoire vivante, drôle et engagée qui parle de transmission, de mémoire et de la place des cultures africaines dans nos récits d'aujourd'hui. Derrière Liliani, il y a deux sœurs, Anna et Yamagomis, une écriture à 4 mains, et oui, nourrie de souvenirs d'enfance, de complicité et d'histoires partagées ensemble. Elles construisent un univers comme on tisse un lien familial avec des désaccords parfois, mais surtout une vision commune, créée en famille, ici devient une force narrative et une signature artistique. Et puis, à travers ces aventures, Liliani interroge sur ce que l'on transmet, des valeurs, des traditions, une mémoire, mais aussi une manière de voir le monde, entre respect des anciens, engagement écologique et place des femmes. Et bien, cette BD, vous allez le voir, pose une question essentielle. Quel héritage laisse-t-on aux générations futures et comment leur donner envie de le faire vivre à leur tour? C'est complet, la matinale, on y va. Et chez les sœurs Gomis, je demande Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Comment va votre sœur? Elle va très bien. Elle va très bien. Oui. Je peux vous avoir toutes les deux la prochaine fois. Scénariste et donc showrunneuse franco-bissau-guinéenne. Yes. Co-autrice donc avec votre sœur Yama de cette magnifique série Liliani. Alors cette fois-ci, on se voit pour Liliani, la voix de la mangrove. Oui, exact. Et avant, c'était Liliani à la recherche du trésor, tous les deux. Mais je sais que Cécile Relot va vous les montrer à l'antenne dans quelques instants. Quelle était l'ambition de ce deuxième tome et peut-être plus généralement même de cette aventure assez extraordinaire? Alors, de ces aventures, parce que vous savez qu'il y a 4 histoires dans chacun des ouvrages, l'idée, à la base, c'est de raconter des récits locaux, mais qui ont une portée universelle. Des récits auxquels les enfants du monde entier pourraient s'identifier. Et on s'est dit, avec Yama, quand on nous a proposé de collaborer avec Saraba, qui était à l'époque une toute jeune maison d'édition, c'est dire, bon, comment on raconte cette histoire, avec quel type de personnage? Et on s'est dit, bon, bah tiens, pourquoi pas une bande de cousins? Parce que notre enfance et notre vie de famille est telle que... Ah bah vous aussi. Nous avons grandi avec nos cousins germains, dans de grandes familles, etc. Et on avait pléthore d'histoires à raconter. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas par le prisme de ces enfants-là, des enfants qui vivent dans un village et pas forcément dans un milieu urbain, mais auxquels, encore une fois, on peut facilement s'identifier. Le but, c'était de se dire que toutes les enfances du monde, finalement, se ressemblent. C'est quoi la culture mandjak? Alors, les Mandjaks, c'est une ethnie qui est issue de la Guinée-Bissau. Et qui a évolué au fil des années en Gambie, au Sénégal, au Portugal, en Espagne, en Italie, un peu partout dans le monde, et beaucoup en France. On a une forte communauté mandjak en France. Mandjak, qui veut dire « j'ai dit que ». D'accord. Voilà, c'est vraiment une ethnie avec plusieurs villages. On a énormément de villages, mais on parle tous la même langue, avec quelques nuances près, à quelques nuances près. Voilà, on a des valeurs qui sont que l'on peut retrouver dans d'autres communautés, comme le respect des traditions, le travail, le fort attachement à la famille et la solidarité, pour ne citer que. Et Liliani, c'est un condensé de toutes ces valeurs mandjak. La mangrove, le tome 2 m'a notamment marqué. En plus, on se voit aujourd'hui pour le tome 2 et c'est tant mieux parce que c'est vrai que ça a pour cadre notamment, je dis bien notamment la mangrove. Ça me parle parce que moi, effectivement, je suis antillais et que je connais ça. Mais c'est quoi la mangrove? Alors, la mangrove, c'est cette bande d'eau séparée de la mer par une bande de terre et où circule une eau douce mais mélangée à cette eau salée et le tout de cette mangrove qui bénéficie d'une grande végétation et plus particulièrement de ces arbres qui ont des racines externes parce qu'elles ont besoin de respirer l'oxygène, qu'on appelle des palétuviers. Et au bout de la mangrove, en général, toujours de toute façon, il y a une embouchure
qui amène l'eau ensuite vers l'océan. En quoi c'est symbolique justement ce décor? J'ai l'impression que c'est un personnage à part entière dans cet ouvrage-là. Dans l'histoire, c'est un personnage à part entière. Alors l'idée pour le tome 2, c'était de se dire, on a des personnages qu'on a présentés dans le tome 1, avec une couverture où ils sont assez statiques. Le tome 2, maintenant, on est dans le dur, on est ancré dans le dur. On va plus montrer cet aspect aventurier de nos personnages, d'où cette couverture. On s'est dit, tiens, le meilleur moyen de faire voyager notre jeune lectorat et de susciter l'envie d'ouvrir cet ouvrage, c'est déjà de les embarquer sur la mangrove et cet univers qui est le nôtre. Comment vous avez opéré, du coup, comment vous avez trouvé vos codes couleurs, si je puis dire? Je précise que vous avez travaillé sur le tome 1 avec un coloriste, pour le tome 2 avec 2 coloristes. Exactement. Cette fois-ci, c'est très bien illustré, c'est très bien coloré aussi. On parlera bien sûr des dialogues après. Oui, Omar, qui est notre illustrateur, Omar Diop, a réalisé un travail titanesque et avec une belle évolution entre le tome 1 et le tome 2. Et il se trouve que c'est Omar qui a illustré le tome 1. J'ai envie de dire, faute de coloriste à l'époque, encore une fois, Saraba était naissante comme maison d'édition. Et Omar a endossé ce rôle d'illustrateur et coloriste, qui est aussi qui fait aussi partie de ses activités. Pour le tome 2, nous avons structuré le travail de manière différente, avec une directrice artistique, avec toujours notre illustrateur Omar Diop, mais nous avons fait appel à 2 coloristes. Une femme, Audrey, qui est basée à Dakar, ainsi que Benjamin, lui basé au Rwanda. Et encore une fois, c'est très coloré. Et justement, c'est ce que vous vouliez absolument obtenir au-delà de l'histoire. On va parler de cette fois-ci de cette fable écologique et tout, mais que déjà, par les couleurs, vous arriviez à transmettre tous ces messages. Absolument. Alors, quand on nous a proposé de travailler sur Lilani, parce que comment elle est Lilani, c'est né avant tout parce que, de par mon travail, vous l'avez dit tout à l'heure... De scénariste. J'ai créé une série qui s'appelle Manjac, où on parle forcément encore de notre communauté, de tous les mystères, le mysticisme qu'il y a autour de cette pardon, je dis scénariste, mais du coup, showrunner, c'est encore un peu différent, du coup. Showrunner, c'est différent, parce que showrunner, c'est celui qui est sur le set, sur le plateau, et qui est garant de... c'est le boss, vous pouvez le dire, c'est le boss. On peut dire que c'est le boss qui est garant de la C'est lui qui a un peu la pression sur la série. Ce qu'il y a à l'écrit et ce qui doit être reflété à l'image. Exactement. Et c'est lui qui porte sur ses épaules la garantie de la bonne fin de l'œuvre. Et du coup, vous avez effectivement ces 2 casquettes. Moi, j'ai quand même le sentiment, effectivement, alors c'est le cas de bon nombre de BD, c'est vrai, mais quand on lit Lilani, effectivement, le tome 1 et le tome 2, peut-être encore plus le tome 2, qui a cette écriture et cet aspect, du coup, qui est un peu tiré des séries, quoi. Et à dessein, parce que le but là, c'était vraiment de se dire, on va construire des histoires sur la base de scénarios. Parce qu'on va préparer l'avenir. Oui, voilà. Il va en avoir beaucoup. Exactement. Mais on l'a vraiment... C'est vraiment un choix. Avec les 50 tomes déjà. Pas 50. Mais c'était vraiment un choix de se dire, on travaille sur la structure des récits comme un scénario. Parce qu'on ne sait pas ce que va devenir Lilani. Et si, par chance, elle devait avoir une autre vie sur d'autres supports, on sera déjà prête. Vous voyez ? Et pour revenir à la question des couleurs, on a choisi la BD parce que c'est le meilleur moyen d'ancrer un univers et de le rendre très immersif pour un lectorat, qu'il sache lire ou non, d'ailleurs. Mais on s'est dit, les couleurs, c'est quand même ce qui nous représente. Sur le continent, et chez nous aussi. C'est bien d'en avoir parlé à la fin du tome 2, parce que j'imagine que c'est des questions qui reviennent régulièrement. Mais c'est bien de dire, tiens, comment se fabrique un ouvrage à la fin, et jusqu'à la fin, effectivement, il y a les différentes étapes pour construire une BD, avec l'écriture, après les illustrations, et la couleur. C'est vrai que c'est au final 2 métiers différents. Complètement. Le but est, comme vous le dites, d'expliquer le comment maintenant on procède quand on crée cette couverture. C'est d'aller encore plus loin dans cette question pédagogique, j'ai envie de dire. On lit l'ouvrage, certes, mais on peut aussi apprendre sa construction.
Tout au long des pages, on sourit, on rigole aussi de bon cœur. Justement, l'humour, encore une fois, c'est une constante quand vous écrivez Lilani à chaque fois. Oui. J'imagine que vous éclatez avec votre sœur. C'est ça, on échange énormément, on rigole beaucoup et le rire, l'humour, l'autodérision font partie intégrante de cette culture Mandjak. Donc, alors c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a beaucoup de thématiques, mais ça devait être léger et ça devait ressembler à notre esprit, en fait, l'esprit Mandjak qui est très moqueur. Et oui, c'est-à-dire, oui, on se charrie beaucoup. On charrie beaucoup les personnes âgées. Ouais. Toujours avec le cœur, mais on charrie beaucoup. Comment vous écrivez du coup à 4 mains avec votre sœur? Comment se passe le processus de création? Est-ce qu'il y en a une qui est plus inspirée que l'autre? Ou comment on fait pour les désaccords? Qui tranche? Qui a le final cut? En fait, oui, de toute façon, forcément, c'est Saraba qui a le final cut. Mais c'est vrai qu'en partant sur 4 histoires, on est 2, on se dit... On va travailler chacune sur des histoires. Et une fois qu'on a posé nos thématiques, nos histoires, on échange énormément et on s'échange les textes. Qu'est-ce que tu peux apporter là? Parce que je trouve qu'il y a un petit ventre mou. Là, peut-être que j'ai... sur un tableau, un peu comme pour les séries, pour voir tiens, il y aura telle scène là, tel truc là. Non, là c'est différent. Non, c'est différent. Là, vraiment, en tout cas, Yama et moi, on travaille un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on a nos petits carnets. Ah, ok. Et on travaille de manière très visuelle. Et je fais toujours un parallèle entre mon métier de scénariste et mon métier aujourd'hui d'auteur de bande dessinée. C'est que l'écrit est tellement en corrélation avec l'image qu'on est... dès les premiers mots, dès les premiers mots, on est déjà embarqué dans le visuel. Et pour vous dire à quel point on est embarqué dans les visuels, c'est-à-dire que on voit en général ce qui fera office de grande vignette. Okay. Parce que cette partie-là est impactante. Ah oui, et ça, j'ai envie de le raconter comme ça. Et là, il me faut des lianes dans tous les sens. Par exemple, pour le tome 1, l'histoire du bois sacré, tout de suite, il nous a paru évident qu'il nous fallait cette grande planche avec les héros un peu tiraillés dans tous les sens par les lianes. Dès les premières pages, on voit que, effectivement, votre héroïne transgresse les règles. C'était important, justement, de montrer cette force qu'a cette héroïne ou de montrer qu'un héros aussi ne peut pas être parfait, je sais pas. Ça c'est vrai, un héros ne peut pas être parfait, mais c'est surtout que si on veut amener cet aspect pédagogique, il faut faire des erreurs. Et puis les enfants font des bêtises. Je peux peut-être commencer par ça. Voilà, bah oui. Hein les adultes aussi font des adultes aussi, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On est des grands enfants. Exactement. Et là, le truc, c'était de se dire, on a cette bande de cousins qui va partager énormément de moments ensemble, plus ou moins joyeux, et qui va devoir parfois prendre des décisions, qui va devoir faire preuve de solidarité, de partage, de courage, mais toujours ensemble. Et il nous fallait, une héroïne. Il se trouve que ça tombe sur Lilani. Elle transgresse effectivement certaines règles, les règles de vie, mais ça nous sert aussi de guide et elle nous permet, encore une fois, avec sa bande de cousins, de montrer que, partout dans le monde, on fait des bêtises, partout dans le monde, on peut reconnaître ses erreurs, partout dans le monde, on apprend aussi de ses erreurs. Oui. Et dans quelle manière, justement, c'est une passeuse d'histoire? Parce que je crois qu'elle se définit comme journaliste reporter. Alors oui, Lilani, c'est avant tout une jeune fille qui rêve d'être JRI et qui possède un téléphone portable. Parce que je pense que la question va venir sur le téléphone portable et sur son utilisation. Il faut savoir que là, on a une héroïne qui en possède un, mais qui n'a pas de puce. Donc elle reste ancrée dans sa réalité, dans le monde moderne, mais il y a quand même des règles. À ton âge, tu n'as pas encore de puce. Mais on veut bien comprendre et accepter que tu veuilles devenir JRI. Lilani se sert de son téléphone, non pour regarder ce qui se passe dans le monde, mais pour capter ses réalités, son quotidien, et ce qu'elle vit dans ce village Mandjak, pour plus tard le raconter et témoigner de cela à son audience.
C'est à ça que sert son téléphone portable. Et c'est pour ça qu'elle veut devenir JRI. Et d'ailleurs, elle le dit à plusieurs reprises, quand elle court pour aller chercher son téléphone, c'est vite, 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 parce que mon futur public aura le droit de savoir ce qui se passe à ce moment-là. Donc, elle va chercher son truc, elle prend en photo ou en vidéo, et ensuite, elle le range. Tranquillement. Elle ne passe pas son temps sur son téléphone. Pas du papier. Quand certains personnages disent on aurait dû avoir un roi, parce qu'il est question d'une reine, bien évidemment, vous cherchez justement à confronter directement les normes établies? La confrontation, de toute façon, elle y est. D'abord, il y a une confrontation générationnelle. On a dans chacune des histoires ce groupe d'enfants qui vit ses réalités face à ce groupe d'adultes qui a aussi ses réalités, ses responsabilités. Donc les enfants ont pu se représenter la jeunesse, on va dire, universelle, et les parents, ici, vont représenter l'autorité et spécifiquement... on va leur prendre. Spécifiquement, je pensais avoir oublié une autorité ancrée dans cet univers Mandjak, mais en réalité qu'on peut transposer à d'autres communautés. on parlait tout à l'heure du processus d'écriture. Aujourd'hui, quand vous écrivez avec votre sœur, vous pensez avant tout à vos enfants, ou vous pensez plus à votre famille, à votre enfance? Alors, au départ, je pense, et on pense d'abord à notre enfance. Okay. Vous savez, nous, on a vécu dans une ville qui s'appelle Mantes-la-Ville et dans un quartier qui s'appelle Le Village. On est né à Mantes-la-Jolie, on a vécu à Mantes-la-Ville. Et au village, vous connaissez? Et au village, nous habitions une maison qui donnait directement sur le grand parc de la vallée. On y a vécu toutes sortes d'aventures. Dans ce parc traversait la rivière, la Vaucouleurs. Il nous est arrivé de fabriquer des barques avec du polystyrène. Bon, aujourd'hui, ça ferait débat parce que c'est pas écolo, mais je veux dire, à l'époque, on a vécu une tonne d'histoires avec nos copains du village. On nous appelait d'ailleurs tous les villageois, avec nos cousins qui venaient de temps en temps en vacances. Donc on s'est inspiré effectivement de tous nos souvenirs de jeunesse, de toutes les transgressions qui ont été les nôtres pour les mettre en histoire. Forcément, on a fictionné beaucoup, mais c'est vrai qu'on est parti de nos souvenirs que nous avons ensuite transposés dans ce village Mandjak de Bassafal. Voilà. Quelle est la dimension écologique du coup dans cette fable? Dans ces fables, alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous en citer deux. Une dans Lilani, tome 1, à la recherche du trésor. On a l'histoire du puits. On a cette histoire où Lilani, parce qu'elle est très tête en l'air et qu'au lieu de faire ses devoirs, a voulu aller s'amuser avec sa bande de cousins, en partant, en se sauvant, n'a pas rangé ses affaires. Il se trouve que son petit frère, Kémy, est tombé sur sa palette de peinture, qu'il a voulu se prendre pour un grand peintre, voilà, bissau-guinéen. Et malheureusement, il fait tomber la palette de peinture dans le puits. Et là, on est sur la thématique de la protection de nos eaux, sur l'importance de conserver cette eau potable, surtout dans un puits, lorsqu'il a été, à plus forte raison, financé par la diaspora, par les membres de la diaspora. Ça arrive très souvent. Certaines infrastructures en Guinée-Bissau et chez nous, en pays Mandjak, sont financées par la diaspora. Okay. Et le vieux Nantoy rappelle cette règle aussi. Donc ça part d'une petite bêtise de Lilani qui ne range pas ses jouets, mais la conséquence est là, c'est que le petit récupère la palette, il la fait tomber, nana. Donc une chose en entraînant une autre, on arrive à une situation, voilà, pas catastrophique, on peut la régler, mais néanmoins c'est gênant pour la vie de ce village-là. Sur le tome 2, vous m'arrêtez si je parle beaucoup. Hein. Non, je vous ai invité pour vous écouter, c'est pas moi qui vais parler. C'est pas moi qui vais parler d'Ilani, je vous rassure, Anna, je vous rassure. Sur le tome 2. Alors, sur le tome 2, on parle écologie encore, et on a voulu mettre en avant, encore une fois, cette couverture avec la problématique de la pollution dans les mangroves. Malheureusement, ça arrive
souvent. Et là, le but, c'était de faire réagir cette mangrove. Ça s'appelle la voix de la mangrove parce que les palétuviers vont réagir à l'approche de cette bande de cousins qui vient en plus avec des bouteilles en plastique et il leur arrive cette catastrophe. L'eau se met en mouvement mystérieusement d'ailleurs parce que c'est une eau qui est réputée calme. Et là, il se trouve que l'eau va réagir et les palétuviers vont réagir. Et conséquence de tout cela... Avec les déchets. Exactement. Donc c'est quand même cette prise de conscience du respect, de la protection de son environnement, qui sont encore une fois des thématiques universelles. Avec une leçon au final, le fait que les enfants doivent nettoyer pour être libérés. Alors, c'est un échange de bons procédés. On va nettoyer la mangrove. Par contre, notre cousin, qui ne sait pas nager, en gros, c'est vrai, Liam ne sait pas nager. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a énormément peur sur la barque quand ils vont chercher les huîtres. Lui, il ne sait pas nager. Donc, si on peut en profiter pour lui donner un cours de natation, et il réussit à nager à la fin. Il y a aussi, pardon, je suis désolée, mais il y a aussi cette petite leçon et morale que les enfants apportent au village. Parce qu'il ne suffit pas de nettoyer et d'apprendre à notre cousin de nager. On a nettoyé, vous lui avez appris à nager, mais nous, maintenant, on va apporter ces déchets-là pour sensibiliser les plus grands. Parce que finalement, quand il y a des bouteilles de vin, on n'est pas concernés. C'est pas nous. C'est pas nous. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas nous. Exactement. Ouais. Donc la morale, c'est aussi ça, c'est qu'on est tous concernés. Et que ça peut venir, effectivement, c'est comme si, effectivement, les ados, les jeunes pouvaient évangéliser les plus grands, si je puis dire. Les ancêtres, dans ce deuxième tome, sont omniprésents. Anna, quelle place vous donnez dans ces aventures au spirituel? Vous savez, nous autres, les Mandjaks, on a l'habitude de dire que nous vivons et nous cohabitons entre deux mondes, le monde du visible et le monde de l'invisible. L'Ilani, c'est aussi un rappel de qui on est. Un rappel de notre identité. Et notre identité, c'est qu'on vit aussi avec nos défunts. Donc, dans le tome 1, on en parle. Dans le tome 2, on en parle. Et on en parle plus précisément dans la dernière histoire, le pitchap de Tonton Vicenti. Donc, le pitchap, c'est le pieu en bois qu'on sculpte et qui va, à terme, représenter un ancêtre. Et il se trouve que Caïs a perdu son père. Et son père va se manifester à travers Caïs, parce que ça, ce sont des choses qui existent aussi chez nous, les maladies parfois dites élections. Le père a voulu passer un message à travers le fils. Et son message, c'est « Je suis prêt à devenir un ancêtre. Donc, merci de bien vouloir organiser ma cérémonie et de sculpter mon pitchap. » Mais ça, voilà. Du coup, c'était évident que vous alliez aborder du coup, cette thématique ou ça a fait l'objet de nombreuses discussions avec votre sœur? Non, ça c'était évident. C'était évident. Parce que ça fait partie intégrante de la culture. Mais bien sûr. Et surtout, la genèse de l'Ilani, encore une fois, ça vient du fait que j'ai créé cette série qui s'appelle Mandjak, qui a été repérée par cet éditeur et qui nous a demandé de retranscrire Mandjak, qui à la base est destiné à un public adulte, pour un public beaucoup plus jeune. Donc on avait le champ libre de proposer quelque chose et on s'est dit, ok, on va parler de nos traditions, de nos rites, on va parler de notre culture, du fait, encore une fois, que nous vivions constamment avec la présence de nos disparus à travers un ouvrage. Et quel est le meilleur moyen de proposer cet univers? Eh bien, plutôt qu'un récit qui ne soit que écrit, on s'est dit, tiens, la bande dessinée. Il y a quand même le sentiment que chaque aventure est un épisode avec à chaque fois sa résolution, si je puis dire, non? Bien sûr, puisqu'il est construit sous forme de scénario. Donc vous avez les 3 ou 4 actes, et à la fin, on découvre le dernier acte avec ce nouveau monde. Quand vous écrivez, du coup, vous pensez déjà en termes de rythme, de cliffhanger, comme on dit,
Oui. Dans l'univers de la série. Complètement, complètement. Surtout que si on fait bien attention, quand on change d'univers, on a toujours une double page et on fait attention à garder le même décor et le même univers sur la même double page. Donc on est censé ensuite soit terminer sur un cliff ou une interrogation ou quelque chose de très marrant et ensuite... Un cliff, on dit cliff, Ah oui, voilà. quand on est dans le sérail, c'est un cliff. Voilà, Okay. Ça fait toujours Mais classe. c'est bien, là. Un petit cliff. Ouais. Exactement. Ouais. Et ensuite, on change de décor, on change d'univers, on change de thématique, etc. Quelle réaction quand vous allez présenter ça aux plus jeunes, du coup? Est-ce que vous avez déjà fait des interventions en milieu scolaire ou chez des amis ou à telle ou telle occasion? Et vous avez quel retour de la part alors les plus petits, j'imagine que c'est les couleurs et on leur conte l'histoire. Oui. Mais ça donne lieu à quel type d'échange, du coup? Alors, c'est intéressant. Quand même. Ouais, c'est intéressant parce que on a des femmes aussi. J'ai pas beaucoup parlé de des femmes. Mais oui, il y a plusieurs thématiques dans celle-ci et le genre, la question du genre aussi. C'est intéressant parce que effectivement. On a eu à organiser des ateliers avec Yama, avec des publics d'âges différents. On a eu les 3-6 ans, c'est extraordinaire, jusqu'aux 7-12 ans. Et en fait, on se rend compte que, et c'est en ça que c'est puissant, en fait, l'image, et que les enfants sont géniaux. Mais on se rend compte très vite qu'il n'y a pas de notion de couleur ou d'africanité. Okay. Pour ces jeunes lecteurs, ce qu'ils voient avant tout, dans chacune des découvertures, c'est une bande de gamins. Et la seule chose qui les préoccupe, c'est de savoir où ces enfants vont les embarquer. Dans quelles aventures ils vont les embarquer. Et ça revient systématiquement. Il n'y a jamais eu cette question ou juste une remarque concernant et la couleur, et l'africanité, et le fait que ça se passe dans un pays du continent africain, etc. À aucun moment. Comme quoi... à ces âges-là, on est encore très pur. C'était aussi peut-être l'objet de votre œuvre, à toutes les deux, ou à tous les 5, je peux dire maintenant. Bien sûr. C'est le côté universel. Exactement. Mais c'est ça. Et c'était le but recherché. Alors quand on l'atteint, c'est tellement gratifiant. Et on se dit, ouais, on a réussi notre pari. Le plus beau compliment, c'est quoi? Le plus beau compliment, alors il y en a eu beaucoup, des compliments. Celui qui tire la petite larme. ou le plus grand sourire. Le plus grand rire. Ouais, bon, moi, j'ai envie de dire que pour moi, c'est quand un enfant, les yeux pleins d'étoiles, découvre l'intérieur du bouquin. Parce qu'ils sont là, ils sont intrigués quand ils voient le bouquin, machin. Surtout qu'on les voit quand on est dans un salon, que ce soit le salon du livre de Montreuil ou le SLAP, le salon du livre africain auquel on a récemment assisté à Paris. Alors, ils sont intrigués par la couverture. Ça les attire et ensuite il faut les voir tourner ces pages et là on se dit ouais on a fait quelque chose de bien, on a contribué à quelque chose de bien. Est-ce que Lilani, pour rebondir sur ce que vous dites, répond à un manque de représentation dans la BD jeunesse? Alors c'est sûr qu'on aimerait pouvoir très rapidement citer 5 ou 10 BD ou ouvrages avec des héros racisés, noirs ou autres d'ailleurs. Moi, aujourd'hui, j'en suis capable, mais il y a quelque temps, je ne pouvais pas. Alors, tant mieux si ça répond en plus à un besoin. Voire à une nécessité. C'est malheureux parce que... Enfin, c'est malheureux. Là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est que on se rend compte de la pluralité et de l'offre d'ouvrages avec des héros racisés dans des salons dédiés. Moi, j'aimerais bien, au Festival du Livre de Paris, auquel j'étais conviée, d'ailleurs, où j'ai eu une petite heure de dédicace, mais j'aurais bien voulu voir beaucoup plus de représentativité. C'est encore assez frileux, mais ça va venir. Ça va venir, il faut que... non, mais je pense que c'est en bonne voie. Et encore une fois, heureusement qu'on a des salons comme le Salon du Livre Africain à Paris, et d'autres salons d'ailleurs du livre africain, où effectivement tous les auteurs peuvent être représentés, où on peut trouver des bouquins qui parlent de plusieurs sujets différents. Et c'est toujours un régal d'y assister. C'est drôle, c'est bien écrit, c'est profond. Et en plus, ce qui est cool, parce que des fois, les parents doivent lire les histoires de...
Même les parents, je vous assure, vont prendre du plaisir. Lilani, la voix de la mangrove, ça c'est le tome 2. Lilani, la recherche du trésor, ça c'est le tome 1. C'est signé Anna Gomis, Yamagomis, illustré par Oumar Diop. Et on n'oublie pas également les nombreux coloristes les coloristes qui ont également participé effectivement à ces aventures cette fois-ci. Un grand merci à vous. Je me cache, du coup, Anna. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir présenté avec brio votre œuvre. C'est avec plaisir. Et on se revoit pour le 3e tome, ou le 4e, ou le 5e, ou le 6e, ou le 7e. Et de nouvelles séries. J'espère, je croise les doigts pour vous. Merci infiniment d'être passé nous voir sur la matinale de School TV aujourd'hui. Passez une excellente journée en notre compagnie et nous on se retrouve très vite. Ciao.